La Renegadis Mercy semblait plus vieille qu'elle ne l'était en réalité. Sa coque portait les marques de conflits commerciaux d'autrefois et de brûlures de météores à moitié réparées. L'auto-AV faisait du bruit à chaque changement de cap, et il y avait un léger bourdonnement électrique dans les murs que personne ne pouvait expliquer. Malgré cela, le vaisseau continua de naviguer maintenu par la détermination inébranlable de son pilote Willy Wren, un passeur de frontières qui était réticent à parler de son passé et avait peu d'amis. Affalé dans son siège rembourré, il avait à ses côtés un thermos à moitié vide de recaf amer. Dehors du hublot, les étoiles dérivaient infiniment brillantes et incroyablement froides. L'espace était vaste et silencieux, comme une lame beau, élégant et dangereux, retournée, il vous éventrerait sans remords. Une douce cloche résonna sur la console, et Willy se pencha en avant, plissant les yeux, devant le manifeste qui clignotait à l'écran. Le travail avait été enregistré 2 cycles auparavant, et il l'avait récupéré dans une station portuaire sale, en orbite, autour d'un vaisseau cargo d'une naine rouge. 3 biologiques vivants étaient à bord. La cargaison avait déjà été chargée sur le vaisseau à l'avant-poste Hélian 7, mais les contractants n'avaient pas dit un mot. Habituellement, des missions comme celle-ci impliquaient de simples échantillons de biotechnologie de faune exotique ou un ensemble d'embryons cryoconservés pour un culte rebelle de terraformation. Cependant, quelque chose ne semblait pas correct à propos de celui-ci. En relisant la classification, il vit les mots « biologique non citoyen » qui sonnaient bureaucratiques et sans vie. Willy avait volé sur ces routes assez longtemps pour savoir ce que signifiaient des mots comme ça. Il ressentit une douleur de honte en se frottant la mâchoire, ses doigts piquant à cause de la barbe. Il savait au fond de lui que Willy n'était pas un homme bien, mais il avait quand même ses limites. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il les avait franchies. Il avait été témoin de trop de conversations chuchotées dans des bars sombres de gare et avait enterré trop de regrets pour le confondre avec autre chose. Alors qu'il traînait dans le couloir central les os douloureux, il pouvait sentir les lumières scintiller au-dessus de lui. Le vieux vaisseau bourdonnait doucement sous lui, et il passa devant des casiers de rangement et des soutes vides. L'air avait une légère odeur d'ozone et de métal mêlée à l'odeur stérile de l'oxygène reconditionné. Soudain, la porte de la chambre de confinement s'ouvrit avec un sifflement réticent et tout changea. 3 silhouettes étaient regroupées près du fond, interrompant le silence. De la pièce, une femme et 2 enfants, pas des spécimens, pas des sujets de test, sentaient fièrement leur posture, reflétant leur épuisement. À la lumière artificielle, leur peau scintillait d'un riche lavande sombre lisse et d'une teinte presque métallique. Ses longs cheveux blancs cascadèrent dans son dos, en vagues élégantes, et des motifs bioluminescents de faibles lueurs violettes et bleues traceraient les lignes nettes de ses pommettes et de son front, comme de tranquilles constellations scintillant sous sa peau. Ses yeux étaient extrêmement sombres, presque noir-violet, et d'une concentration profonde. Il était plus troublé par son regard silencieux, mais lourd que par n'importe quelle arme. Le garçon, qui avait 6 ou 7 ans, avait la peau lilas et de courts cheveux blancs qui se dressaient dans tous les sens. Il se tenait protecteur devant sa sœur, la mâchoire serrée, comme s'il pensait pouvoir tenir le monde à distance. « Vas-tu nous vendre aussi ?» demanda-t-il, la voix de sa sœur fluide et impassible. Willy se figea, comprenant la question de l'enfant. La voix de Willy semblait rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des heures. Le garçon ne répondit pas, mais il continuait de fixer le visage de Willy. Derrière lui, une petite fille au visage rond, aux cheveux blancs coupés au carré et aux grands yeux argentés, tenait une couverture usée contre sa poitrine. Ses doigts se crispaient fermement autour des bords, comme si c'était son seul moyen de soutien. Dans un murmure, elle demanda « Est-ce lui le méchant ?» avant de se tourner vers son frère, demandant « Penses-tu qu'il a aussi une couverture douce ?» alors que la gorge de Willy était serrée. Il recula inconsciemment,
observant que la mère restait immobile. Cependant, Willy détecta un changement subtil dans son expression, un léger rabaissement de son front et le plus subtil des sourires au coin de sa bouche. Elle rapprocha les enfants, non par peur, mais par un instinct de protection, ancré dans ses muscles et ses instincts. Willy se retourna silencieusement et quitta la chambre, ses pas résonnant dans le couloir, alors qu'il marchait à un rythme qu'il n'avait pas prévu, tandis que la voix de la fille le suivait. Comme un fantôme, a-t-il une couverture douillette? Cette nuit-là, il était allongé dans son lit, fixant le plafond, avec le grondement du moteur lui faisant froid dans le dos. Les murs de la miséricorde étaient fins, et les souvenirs inondaient son esprit comme des radiations silencieuses mortelles et impossibles à chasser. Il se souvenait de la voix du garçon des yeux de la mère et de la façon dont il ne criait pas, ne suppliait pas et n'espérait rien d'autre qu'accepter leur destin, quoi que cela veuille dire. Il détestait à quel point cela le troublait. Il n'avait aucune idée de qui ils étaient, de ce qu'ils avaient fait, ou s'ils avaient fait quoi que ce soit, mais il savait ce que cela signifiait d'être. Étiqueté pour être mis de côté, pour être dit par le système et l'univers que tu étais moins que ce que tu pouvais être. Peut-être que c'était pour cela que cela pesait si lourdement sur sa poitrine. Juste avant le cycle de l'aube, il se remit sur ses pieds et se dirigea vers ses réserves privées, où il trouva ce qu'il cherchait, 2 boîtes de ragoût, un pain de racines compressé et une bouteille de bouillon réchauffant. Ce n'était pas de la nourriture raffinée, mais c'était mieux que les barres protéinées poudreuses que le vaisseau crachait habituellement. Il hésita à la porte du vaisseau. J'ai appuyé sur le panneau et suis entré dans la chambre de confinement. La fille serrait sa couverture. La femme restait assise, mais son regard impénétrable était fixé sur Willy. Il leva les 2 mains et dit doucement « Juste de la nourriture, pas des rations. Il fait vraiment chaud. » Il avança lentement, gardant des mouvements mesurés. Les yeux du garçon se plissèrent et la fille resta silencieuse. Il posa le plateau sur une caisse inutilisée et dit « Tu n'es pas obligé de le manger. Je pensais juste que tu pourrais vouloir quelque chose de chaud. » « Je ne pouvais pas, » dit-il, avant de se retourner et de quitter le cockpit. Il s'assit lourdement sur sa chaise, se frotta le visage des mains et fixa l'espace vide. Il se dit que cela n'avait aucun sens, mais il vérifia le flux 1 heure plus tard et vit que le plateau était vide. Les enfants dormaient blottis contre leur mère, avec des couvertures repliées sur leur petit corps. La femme restait éveillée, regardant la caméra. Elle n'avait pas encore mangé, mais sa posture avait changé. Elle ne semblait pas détendue, installée dans un rythme régulier, en fredonnant une mélodie sans parole, peut-être une berceuse ou une chanson du matin. Le cœur de Willy battait de manière irrégulière, alors qu'il fixait l'écran incertain de qui ou de quoi ils étaient, ou comment ils étaient arrivés. Cependant, il savait que ce n'était pas Cargo, et pour la première fois depuis longtemps, il doutait de sa capacité à accomplir la tâche. Willy s'abstint de revenir immédiatement le lendemain, se disant que c'était pour le mieux. Il n'était qu'un simple coursier, pas leur sauveur. Il fit ses rondes, vérifia les systèmes de navigation, passa en revue les lignes de refroidissement 2 fois, malgré leur manque de nécessité, et enfin regarda l'indicateur clignotant qui lui disait que la baie de confinement était toujours scellée occupée et réelle. Il n'était pas leur juge, et il ne voulait pas s'impliquer, mais la vérité bourdonnait sous cette excuse comme un fil errant caché dans les murs. Le vaisseau était plus silencieux que d'habitude. Le garçon se tenait à la porte, les pieds écartés, les bras rigides et la mâchoire résolument défensive. La petite fille était assise près de la femme, regardant par-dessus le bord de sa couverture. Ses grands yeux argentés clignaient lentement sans peur, mais toujours vigilants. Elle ne parlait pas, mais elle ne se cachait pas non plus. La mère, elle aussi, observait son expression impassible et royale, presque silencieuse comme une « Je vais juste le laisser ici », dit Willy doucement. C'est encore du ragoût pas épicé, mais toujours chaud. Le garçon resta immobile, tandis que la sculpture montrait une attention inébranlable.
Malgré son manque de parole, son silence en disait bien plus que suffisamment. Posant le plateau sur une caisse de rangement juste à l'intérieur de la porte, il se retourna pour partir, mais quelque chose l'arrêta. La voix du garçon était petite mais ferme, et il demanda « Comment t'appelles-tu » Willy s'arrêta, se retournant juste assez pour voir le menton du garçon relevé et ses yeux brillants de défi. « Willy » dit-il après un instant. Willy a couru. Le garçon n'a pas exprimé de gratitude. À la place, il a hoché la tête une fois d'un air adulte. « Je suis Taran, » dit-il, et elle est désolée. Ni lui, ni Willy n'ont présenté la femme, et pour une raison quelconque, l'omission semblait délibérée, comme si le nom avait été retenu pour des raisons de pouvoir ou de sécurité. Dans une galaxie où les vies étaient échangées, il était logique que les noms soient une monnaie. Cette nuit-là, Willy hocha la tête une fois de plus avant de quitter la chambre. Il n'a pas vérifié le flux de surveillance, non pas parce qu'il y était opposé, mais, encore une fois, il se retrouva dans le cockpit, les bras croisés, regardant les étoiles se déplacer lentement à travers le hublot. Le travail aurait dû être aussi simple que de déposer la cargaison d'être payé et de passer à autre chose. Cependant, quelque chose chez ces trois-là, leur façon de s'accrocher les uns aux autres, le silence qu'ils portaient comme une armure, et le poids dans le regard de la mère, lui fit sentir sa poitrine se serrer. À un niveau plus profond, il savait que quelque chose avait déjà été endommagé, pas pour eux, mais pour lui. Le lendemain, en effectuant un diagnostic de base, il a arrêté un petit appareil rudimentaire. En retirant le dessin du panneau mural, il découvrit une figure en bâton avec un grand manteau des yeux tristes et un froncement de sourcils griffonné à l'encre bleue. Sous l'image, dans une écriture commune mais illisible, se trouvait ta signature, mais il n'y avait que l'image et une ligne. Willy fixa le dessin pendant un bon moment. Plus tard, Taran arriva avec le prochain repas qui comprenait un coin de fruits secs sur le plateau. Il se tenait au fond de la pièce, les bras croisés, mais sans plus être défiant. Maintenant, il se contentait de regarder. Taran haussait les épaules. « Tu avais l'air triste. » Il posa le plateau plus lentement cette fois, en disant « Quelqu'un m'a laissé un dessin », sans les regarder directement. Le corps de Taran se courba vers ses enfants, mais son menton se leva juste assez pour montrer qu'elle l'avait remarqué. Le 4e jour, Willy se surprit avec une réponse honnête. Personne ne parla après cela, mais alors qu'il se retournait pour partir, il remarqua quelque chose de nouveau. Les yeux de la femme étaient toujours perçants et silencieux, mais maintenant, ils semblaient curieux plutôt que froids. Sari le suivit jusqu'à la porte, mais au lieu de parler, elle tapota silencieusement ses pieds sur la couverture qu'elle serrait comme une cape. Sa peau violette contrastait avec ses cheveux coupés nets, et elle tira sur l'ourlet de la veste de Willy alors qu'il posait le plateau. Elle tenait quelque chose dans sa petite main, un morceau de ruban synthétique, et il se figea. D'un bleu pâle, il avait autrefois retenu ses cheveux. Silencieusement, elle le mit dans sa main, puis retourna auprès de sa mère, disparaissant sous son bras comme une feuille se glissant sous une pierre. Willy, qui ne se faisait pas confiance, s'assit en silence pendant longtemps, tournant le ruban entre ses doigts. Cette nuit-là, il a apporté du pain supplémentaire, mais personne n'a demandé, alors le plateau est revenu vide. Le lendemain, une subtile rupture du silence se produisit cette fois de la part de sa mère. Comme d'habitude, elle était assise le dos droit, mais ses mains bougeaient, pliant soigneusement l'une d'elles. Alors qu'elle arrangeait méthodiquement les caisses à côté d'elle, elle semblait s'être installée dans l'espace comme si c'était permanent. Willy l'observa pendant un moment, avant de prendre la parole disant « Tu n'as pas besoin de faire ça ». Cependant, après une longue pause, elle finit par parler. Sa voix avait un accent doux et ses mots étaient délibérés et gracieux. Les mains inoccupées suscitaient des inquiétudes et Willy cligna des yeux surpris. C'était la première fois qu'il l'entendait parler et sa voix était plus profonde qu'il ne l'avait anticipée, lisse et tranquille, comme une eau calme.
La femme qui était restée anonyme a continué à organiser leur petit coin du navire. Elle a transformé de vieux filets de cargaison en hamacs et trié les paquets de nourriture par type. Une nuit, alors qu'il passait devant la chambre, il l'entendit fredonner à nouveau. Cette fois, c'était une berceuse douce et apaisante, et il hocha lentement la tête. Ouais, je comprends qu'elle ne parlait plus, mais son silence ne ressemblait plus à un mur. C'était comme un espace qu'elle lui laissait remplir. Lorsqu'il est parti, il a réalisé que quelque chose d'étrange s'était produit. Il se sentait plus léger, pas mieux, mais différent. Les choses ont commencé à changer de petites manières. Son expression passa de la suspicion à la curiosité, alors qu'il le suivait dans le couloir, lui demandant comment le vaisseau fonctionnait, à quoi servait ce bouton et à quoi ressemblait la Terre. Willy lui a raconté des histoires, pas toutes, mais suffisamment. De temps en temps, elle souriait, et c'était comme si une lumière s'était allumée dans la pièce la plus froide du navire. Il ne lui faisait toujours pas entièrement confiance, mais quelque chose était en train de changer. Willy lui aussi changeait. Il n'était pas sûr de l'endroit où ce chemin le menait, mais pour la première fois depuis des années, il ressentait autre chose que de l'engourdissement. Assise en face d'elle, dans la baie d'observation, ni trop près ni trop loin des étoiles dispersées en arcs paresseux à travers le ciel noir s'étendant au-dessus d'eux comme un ciel suspendu. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis leur dernière conversation qui portait sur les tomates, la guerre et le sol salé par ceux qui ont vu. Derrière le volant, quelque chose de chaud et d'espoir semblait remplacer le silence froid et cassant qui remplit les pièces verrouillées ou les vaisseaux solitaires dérivant dans l'espace profond. Au lieu de cela, le silence était plus chaud comme la terre, juste après la pluie prête à faire pousser quelque chose à nouveau. La vie ne se présentait que comme un défi à maîtriser. Les enfants dormaient à proximité, blottis sous la chaleur du manteau de la femme. Taran posa une main sur le tableau de bord, comme s'il devait piloter le vaisseau dans ses rêves. La femme dont il ne connaissait pas le nom se tenait tranquillement, regardant les étoiles. Son regard était lointain mais pas perdu, et elle se tenait avec une dignité tranquille, délibérée, que Willy avait appris à admirer. Même ses silences semblaient délibérés. « Avez-vous déjà vu Lorik ?» Sa voix était encore plus douce qu'auparavant lorsqu'il murmura « Non, de mon monde, c'était juste une traînée de lumière. Nous l'appelions le souffle des enfants cendrés. Nous pensions que c'était là où les rêves allaient se cacher. » Elle cligna lentement des yeux avant de tourner son regard vers lui. « Rivière de cet angle ?» demanda-t-il, hochant silencieusement la tête vers la traînée plus lumineuse, juste au-dessus de l'amas d'étoiles devant eux. Willy sourit légèrement lorsque nous l'avons qualifié de quelque chose d'ennuyeux dans le secteur 312 EA. Il y eut une brève pause pendant laquelle elle inclina la tête, laissant entrevoir une lueur d'amusement dans ses yeux. Les gens ont tendance à tout étiqueter comme ennuyeux ou ne fonctionnant pas. Ils restèrent silencieux un moment de plus avant qu'elle ne parle lentement, comme si quelque chose de longtemps réprimé était sur le point de remonter à la surface. Il fut un temps où le sol de l'Étan était d'un violet velouté riche en minéraux anciens. Mon peuple m'appelait Kari, ce qui signifie main verte, ce qui signifie que tout ce que je touchais poussait. Willy n'a pas interrompu, et sa voix, bien que pas particulièrement forte, résonnait avec chaque mot. Willy se pencha en avant, les genoux reposant sur ses coudes, et murmura « Je cultivais des tomates sur terre. » Elle se tourna vers lui, son expression trahissant sa surprise, et continua « Alors que nous brûlions les jardins et salions les champs, nous avons détruit ce que nous ne pouvions cacher, et emporté ce que nous ne pouvions transporter. » Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et il pouvait voir les légères callosités sur ses doigts, celles qui se développent après des années de tissage de plantation ou de soins des outils délicats. Il continua « Ma mère les a plantés dans un bout de terre, entre deux clôtures. Le sol était dévasté et à peine maintenu par des racines. Elle disait qu'il lui rappelait que nous n'étions pas des machines, mais encore des humains, même si le monde ne le pensait plus.
Elle le regarda plus directement et dit « Tu n'es pas ce que j'attendais ». Le sourcil de Willy se leva légèrement, mais il sourit et ajouta « Ouais, eh bien, toi non plus ». Il y eut un léger changement dans l'air entre eux, mais pas aussi perceptible qu'avant. Désolé, mais j'ai marmonné quelque chose dans mon sommeil et j'ai tendu la main vers ma mère. Sans rompre le contact visuel avec Willy, la femme a instinctivement rapproché la fille d'elle et je me suis rassis, ne lui faisant pas encore confiance. Mais ensuite, j'ai senti une fissure dans le mur et j'ai ouvert un œil, sans parler. Quand j'ai vu Willy et sa mère assis ensemble, sans se quereller, sans silence, je me suis rassis, sans parler non plus. « Où allons-nous exactement » demanda-t-elle après un long silence. Willy hésita. Officiellement, Hélène poste 7. Son expression resta inchangée, mais ses mains se serrèrent légèrement autour de sa fille. Officieusement, continua-t-il, nulle part où je prévois de te laisser. Cela la fit le regarder avec une expression interrogative. Pourquoi pas? Répondit-il enfin, sa voix s'éteignant. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, mais je n'ai jamais livré une famille comme si c'était du fret, et je ne vais pas commencer maintenant. Elle l'observa intensément, son regard cherchant un indice. Pourquoi avez-vous accepté le travail? Il avait été tourmenté par la question depuis que la porte s'était ouverte. Je ne pensais pas que quelqu'un le ferait, dit-elle son ton dépourvu de jugement, mais j'avais besoin des crédits et je ne pensais pas que ça me dérangerait. Willy se frotta le visage et admit « Ouais, eh bien, j'ai eu tort sur des choses plus importantes. » Elle hocha lentement la tête en signe de compréhension. Ils restèrent ainsi encore un moment avec les étoiles qui défilaient à l'extérieur et les moteurs qui ronronnaient doucement en dessous d'eux. « Comment devrais-je t'appeler » demanda-t-il après qu'elle eut hésité, Léora, Léora. Il répéta goûtant le son qui te convient. Un petit silence tomba à nouveau, mais cette fois, il était plus chaud et réconfortant. Léora regarda ses enfants endormis, se demandant s'ils savaient ou comprenaient ce qui allait se passer. Willy secoua la tête, et Taran soupçonnait qu'il était en train de faire le malin. Léora voulait juste elle. Léora hocha lentement la tête, puis réalisa qu'elle avait déjà quelque chose que je n'ai pas. Willy la regarda sérieusement. Elle n'était pas brisée, pas du tout, mais elle avait été pliée, étirée et mise à l'épreuve de manière que la plupart des gens ne survivraient pas. Et pourtant, la voilà tenant ses enfants comme une armure, faisant toujours face aux étoiles, comme si elle pouvait offrir un avenir. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit-il sans hésitation. Léora ne le remercia pas, mais elle ne détourna pas non plus le regard cette nuit-là, alors qu'elle et les enfants dormaient dans les quartiers de l'équipage, pas dans la baie de confinement. Willy réorganisa quelques meubles, donna un oreiller supplémentaire à Sari et installa un petit lit de camp pour Taran, près de la salle des machines. Taran pouvait entendre le rythme du vaisseau comme un battement de cœur depuis l'endroit où il était assis. Léora s'asseyait tranquillement à côté de ses enfants qui s'endormaient, et quand elle se tourna pour faire face à Willy de l'autre côté de la pièce, il remarqua un changement dans sa posture, moins sur la défensive, plus ancrée. Elle resta silencieuse, comme si elle ne ressentait pas le besoin de parler. Pendant ce temps, Willy s'assit le dos contre le mur glacé de la miséricorde du renégat, et il eut une épiphanie, quelque chose qui l'avait accompagné pendant des années. Il n'était pas vraiment seul. Il ne savait pas ce qu'il attendait, que ce soit un sanctuaire ou un feu. Mais il savait une chose, il ne les laisserait plus affronter cela seul. Le vaisseau était de nouveau silencieux, mais cette fois-ci, il n'était ni creux ni froid. Au lieu de cela, il avait une présence, une paix prudente, et quelque chose de plus doux qui commençait à éclore. Léora était assise au bord de la baie d'observation, les pieds repliés sous ses mains, regardant les étoiles, sa posture restant droite. Calme, mais Willy pouvait voir qu'elle était nerveuse. Les enfants étaient au lit dans les quartiers de l'équipage, où ils étaient bercés pour s'endormir par le doux bourdonnement des moteurs et la sensation fragile de sécurité. Willy s'est assis à côté d'elle, sirotant un thé chaud,
et a dit doucement « Tu as été silencieuse ». Elle a répondu avec nonchalance « Je suis toujours silencieuse », avant de hocher la tête. « Oui », murmura-t-il. « Mais ça, tu as montré de la gentillesse », dit-elle enfin, son regard fixé sur les étoiles au-delà du verre, comme si elle essayait de voir quelque chose bien au-delà de la portée de ce navire. Willy ne dit rien, sentant quelque chose s'approcher. Quelque chose qui pesait sur sa poitrine comme un fardeau qu'elle n'avait pas osé relâcher. Mon mari, Taran, était un enseignant qui apprenait aux enfants de notre village à la fois notre langue et l'ancien dialecte des profondément enracinés. Elle le décrivait comme doux, fort et tranquille. Willy écoutait attentivement, sans interrompre, simplement pour lui laisser l'espace de parler. « Nous n'étions pas des guerriers, dit-elle, pas comme certaines des colonies extérieures. L'étang était fertile et paisible. Nous n'avions ni armes ni armée. Pourquoi en aurions-nous besoin ? Elle a continué en disant que la colonie avait beaucoup de terre, d'eau et de rire, et que ses enfants avaient grandi avec de la terre sous les ongles et des chansons sur les lèvres. Sa voix tremblait, et elle a dégluti avec difficulté en déglutissant. Ils sont venus sans avertissement des unités corporatives sous commission privée, pas des soldats, des fonctionnaires, des mercenaires. Pourquoi aurions-nous besoin d'eux ? Avec l'aide des failles du traité et du profit, quelqu'un avait trouvé des traces de minéraux précieux sous les vallées du sud. Elle marqua une pause, ses jointures blanchissant autour de la tasse en céramique. La terre sur laquelle nous étions convoités, et Willy, serrant la mâchoire mais gardant la voix calme, expliqua ce qui s'était passé. Ils ont proposé la relocalisation, une compensation et un endroit pour reconstruire, mais la plupart d'entre nous les ont refusés. Au lieu de cela, ils ont attendu saler le sol, empoisonner les rivières et tirer sur notre groupe alors que nous tentions de fuir. J'ai vu Taran tomber, alors que les caravanes de transport nous accusaient de violer le confinement. J'ai pris la main de Sori, et j'ai conduit Taran dans les bosquets du canyon où nous nous sommes cachés et avons subsisté de l'écorce sèche et de la mousse de rivière. Nous avons entendu des moteurs au-dessus de nous et avons découvert d'autres personnes cachées là. Les mains serrées en poing sur ses genoux, Willy murmura « Nous avons été trahis. L'homme qui nous avait promis le passage nous a dénoncés pour une prime. Il a dit qu'il nous rendait service en nous remettant vivants. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés dans ma cale. » Elle confirme « Oui. Tu étais censé être la dernière livraison. Une poignée de navires restait prêts à faire de la contrebande. Nous avons payé ce que nous pouvions nous permettre. Je pensais autrefois que les gens comme moi avaient le luxe de rester neutres. Il a dit que je ne faisais partie d'aucun système. J'étais un vagabond. Je suis passé, j'ai pris des emplois, j'ai transporté des cargaisons et j'ai gardé la tête baissée. Maintenant, je sais que le silence est aussi un choix. » Léora l'étudia, les étoiles se reflétant dans ses yeux comme de petites figures gelées. « Je ne savais pas, » dit-il, et elle hocha la tête une fois. « Maintenant tu sais. » Un long silence suivit. Willy répondit « C'est la vérité, mais plus profondément que cela peut-être que j'ai cessé de croire que je pouvais être autre chose. Je n'étais pas un soldat, je n'étais pas un sauveur, je déplaçais juste des choses d'un endroit à un autre. » Quand elle lui a demandé pourquoi il avait pris le travail, il ne l'a pas regardé immédiatement. « Il avait besoin des crédits, a-t-il dit. » Il se laissa aller en regardant les étoiles. « Mon frère est mort dans une escarmouche de colonie. Il y a des années, la politique terrestre, il a choisi le mauvais camp. Et moi, je n'ai rien choisi. Je ne me suis jamais pardonné d'avoir survécu. Alors je suis parti pensant que si je ne me rapprochais plus de personne, je ne pourrais pas les perdre. » La voix de Léora était douce. « Et pourtant tu es ici. »« Ouais, » murmura-t-il. « On dirait que je me suis trompé là-dessus aussi. »« Je suis désolé pour votre mari et ce qu'ils ont fait à votre maison, » dit Willy d'une voix rauque, « et pour ce qu'ils ont fait à votre maison. » Elle murmura, mais la tristesse n'est pas la même chose que la reddition. Il la corrigea calmement en disant « Ce n'est pas. » Après un long moment de silence, elle tendit enfin la main
et toucha légèrement la sienne, pas beaucoup. Mais c'était son premier contact intentionnel. Ils continuèrent à rester assis ainsi encore un moment avec les étoiles au-dessus d'eux, se déplaçant lentement mais sûrement. Ce n'était ni rapide ni urgent, juste patient, comme s'ils avaient le temps. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, ils ressentaient la même chose. Quand ils se levèrent enfin pour retourner au quartier de l'équipage, Leora marcha à ses côtés au lieu de derrière lui et Willy réalisa qu'ils se battraient ensemble, peu importe à quel point la prochaine étape serait dangereuse ou incertaine. L'unité de communication bipa un son plat modeste routinier qui avait résonné à travers la clémence du renégat 100 fois sans aucune conséquence. Cette fois cependant, c'était différent. Dans le cockpit, Willy effectuait un diagnostic sur la grille des propulseurs supérieurs lorsque soudain, un son aigu et insistant a transpercé l'atmosphère normalement sereine du vaisseau comme une lame. Il hésita avant d'ouvrir le message, ses doigts ancrés au tableau de bord, sa respiration superficielle et mesurée. Il reconnut l'acheteur, celui qui avait commandé le transport des biologiques non citoyens, et savait exactement qui l'attendait à l'avant-poste Hélien 7 avec lui. Avec des crédits en main et la culpabilité sur la conscience, Willy fixa l'icône clignotante. La tentation de se détourner d'éteindre le terminal et de faire comme si cela n'était pas arrivé était forte, mais il savait mieux. Les messages ne disparaissaient pas simplement parce que tu leur tournais le dos. Il l'a ouvert et a vu ce qui suit: transmission clearance vérifiée, demande de statut, vérification de l'intégrité de la cargaison temps estimée d'arrivée ETA 18 heures, confirmer que toutes les formes de vie sont vivantes et indemnes. Rappel que le paiement est co. Alors que le message touchait à sa fin, les mots clignotaient à l'écran en lignes froides et cliniques. Chaque syllabe semblait être gravée dans son âme. Graduellement, il se leva et traversa le vaisseau. Taran, dans le coin de navigation, dessinait encore une fois des vaisseaux spatiaux et des étoiles. Cette fois, Leora aidait Sari à tresser ses cheveux en utilisant des fils provenant d'une bâche de rangement. La voix de Sari était douce et rythmée apaisante, et elle chantait une simple berceuse, une chanson que son peuple chantait pour inciter les plantes à fleurir. En entrant, tout le monde leva les yeux. Le regard perçant et acéré de Taran voyait plus que ce qu'un enfant de 6 ans devrait voir, et ses yeux grands et confiants trahissaient sa maturité. Leora, qui était perplexe, voyait tout